À l'aube, une arrestation à l'aéroport fissure la stabilité tanzanienne et accélère une colère longtemps contenue. En quelques heures, une interdiction individuelle devient crise nationale, révélant l'écart brutal entre l'ordre affiché et des frustrations accumulées depuis des années. Que signifie cette rupture pour une jeunesse qui cite désormais Ibrahim Traoré comme symbole d'une dignité refusant le silence? Une promesse fragile, un risque réel, un pays suspendu entre continuité et bascule. Cette analyse s'engage sur une promesse claire: comprendre pourquoi un incident apparemment limité a ouvert une faille durable dans le récit politique tanzanien. Il ne s'agit pas seulement de suivre une chronologie, mais d'identifier ce qui est réellement en jeu lorsque la stabilité cesse de convaincre. Pour le pouvoir, l'enjeu est immédiat: préserver seule l'autorité sans transformer le contrôle en rupture irréversible. Pour l'opposition et la société civile, il s'agit de reconquérir un espace de parole devenu rare, parfois risqué. Pour la jeunesse, enfin, la question est plus plus simple et plus urgente: exister politiquement sans peur. Ce moment concentre des tensions anciennes et les projette vers l'avenir. Ce qui se décide maintenant pèsera sur la confiance institutionnelle, sur l'économie quotidienne et sur la place du pays dans son environnement régional. La référence récurrente à Ibrahim Traoré dans les discours de jeunes manifestants n'est pas un détail rhétorique. Elle signale un déplacement symbolique, une recherche de figures incarnant la dignité et la rupture avec le silence imposé. Comprendre cette séquence, c'est mesurer ce que la Tanzanie risque de perdre ou de transformer dans les mois qui viennent. En moins de 24 heures, trois grandes villes voient surgir des rassemblements spontanés, signal clair qu'un seuil invisible vient d'être franchi. Les premières estimations évoquent des centaines de jeunes dans les rues bien au-delà des cercles militants habituels, révélant une colère déjà mûre avant l'incident déclencheur. Ce basculement ne surgit pas du néant. Depuis la transition de pouvoir de 2021, la Tanzanie avançait sur une ligne ambivalente, mêlant promesses phasées d'ouverture et rappels autoritaires. Les premiers mois avaient nourri un espoir tangible: presse légèrement libérée, prisonniers politiques relâchés, société civile plus audible. Mais cet espace s'est progressivement rétréci. Les restrictions médiatiques se sont multipliées, les rassemblements d'opposition ont été annulés et la parole critique a de nouveau glissé vers la marge. L'interdiction faite à un opposant de quitter le territoire pour assister à des funérailles agit alors comme un révélateur brutal. Ce geste administratif, en apparence banal, concentre des frustrations accumulées depuis des années. Les images de son arrestation circulent rapidement, brisant le silence officiel et transformant un malaise diffus en indignation visible. Étudiants, chauffeurs de taxi, enseignants rejoignent les cortèges, signe que la contestation déborde les frontières politiques classiques. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère symbolique dans les slogans et les discussions. Il n'est pas invoqué pour son programme, mais pour ce qu'il incarne aux yeux de cette jeunesse: la possibilité de parler sans se taire,
même sous pression. Ce glissement symbolique éclaire la dynamique en cours. La crise tanzanienne n'est plus seulement institutionnelle. Elle touche à à la dignité perçue et à la capacité collective de se faire entendre. Au cœur de cette séquence tendue, une figure ordinaire devient point de repère. Aïcha, étudiante à l'université de Dar es Salaam, n'est ni chef de parti, ni militante chevronnée. Sa voix, enregistrée sur un téléphone au milieu d'un attroupement hésitant, tremble d'abord. L'race puis se stabilise. Elle pose une question simple sur l'interdiction d'assister à des funérailles, et cette simplicité fait mouche. En quelques heures, son intervention circule de campus en campus, donnant un visage humain à une colère jusque-là diffuse. Autour d'elle, les premiers impacts concrets se dessinent. Dans certains quartiers, des chauffeurs de taxi modifient leur trajet pour éviter les zones de dispersion policière. Des professeurs préviennent leurs étudiants des risques tout en les aidant à s'organiser. Des habitants ouvrent leurs portes pour offrir de l'eau ou un refuge temporaire. Ça ce geste modeste se pris isolément signale un changement subtil mais décisif. La contestation commence à s'inscrire dans le quotidien au-delà des slogans. Un journaliste indépendant, témoin de ces scènes, note un détail frappant. La peur est toujours là, mais elle n'est plus paralysante. Les échanges se multiplient, les inconnus se parlent, les rôles se redistribuent spontanément. La rue cesse d'être uniquement un espace contrôlé. Elle redevient un lieu partagé, même brièvement. Ce moment marque une bascule précoce. L'incident initial n'est plus seulement commenté. Il est vécu collectivement à travers Aïcha et ceux qui l'entourent. La crise prend chair et modifie les comportements dès les premiers jours. Et l'on comprend alors, très concrètement, que la contestation devient expérience vécue, pas simple opinion. Tout commence par un geste administratif presque banal en apparence. Un opposant est empêché de quitter le territoire pour assister à des funérailles. Avant cet instant, la tension existe déjà, diffuse, contenue, sous une façade de normalité. Et après, tout s'accélère. La vidéo de l'arrestation circule, le silence officiel se fissure et l'indignation trouve un point de fixation clair. La chronologie bascule. Ce qui relevait du murmure devient visible, partagé, impossible à ignorer. La montée en intensité est rapide. Dans les heures qui suivent, des rassemblements spontanés émergent à Dar es Salaam, puis dans d'autres centres urbains. Les slogans évoluent. Ils ne se limitent plus au soutien d'une figure de l'opposition, mais s'élargissent à des revendications de liberté d'expression et de dignité. Les forces de sécurité interviennent, dispersent, arrêtent. Chaque intervention produit un effet paradoxal. Elle freine localement, mais amplifie symboliquement la mobilisation. La répression devient elle-même un message. Vient alors le moment du paroxysme. Les autorités tentent de reprendre la main en restreignant l'accès à Internet et en minimisant publiquement l'ampleur des manifestations. Pourtant, les images franchissent les frontières. Des scènes de gaz lacrymogène et de charges policières sont relayées dans la région. Au Kenya, des gestes de solidarité apparaissent sur les campus.
Dans ce flux d'échos continentaux, une référence revient avec insistance dans les discussions et les réseaux. Ibrahim Traoré, cité non comme modèle politique détaillé, mais comme incarnation d'une parole qui refuse de se taire sous la contrainte. Les répercussions ne tardent pas. Les rues se vident par moments, puis se remplissent à nouveau. Les commerces ferment plus tôt, les transports sont perturbés, l'économie quotidienne encaisse les premiers chocs. À l'intérieur du pouvoir, l'incertitude s'installe. Faut-il durcir davantage au risque d'enraciner la colère ou desserrer l'étau et apparaître vulnérable? Cette hésitation nourrit la dynamique de crise. À ce stade, la séquence produit un effet durable. L'événement initial a perdu son caractère isolé. Il a déclenché une onde qui redéfinit les rapports entre État et société et inscrit la Tanzanie dans une zone d'instabilité symbolique dont l'issue reste ouverte. Avant la crise, les grandes manifestations en Tanzanie restaient rares et limitées. Ça, et après l'incident de l'aéroport, l'échelle change brutalement. Les premières estimations, malgré les coupures d'internet, évoquent plus de 300 000 personnes descendues dans les rues de Dar es Salaam et d'autres grandes villes. Ce chiffre dépasse largement les mobilisations observées les décennies précédentes, souvent cantonnées à quelques centaines de manifestants sous contrôle étroit. La rupture est née. La contestation n'est plus marginale, elle devient massive et visible. Cette bascule se confirme par la composition du mouvement. Environ 40% des participants seraient des femmes, un taux inhabituellement élevé dans l'histoire récente des protestations du pays. Leur présence ne se limite pas au cortège. Elles participent à l'organisation logistique, distribuent de l'eau, relayent l'information et assurent sur la continuité des rassemblements malgré la pression sécuritaire. Ce glissement quantitatif vers une mobilisation plus inclusive modifie la perception même de la contestation. Elle cesse d'être perçue comme un affrontement politique classique pour apparaître comme une revendication sociale élargie. Les- Un autre indicateur clé concerne l'opinion publique. Une étude, une étude réalisée au début de la crise suggère qu'environ 67% de la population soutient implicitement les manifestants, tandis que 23% seulement expriment un soutien clair au gouvernement. Ce différentiel met en lumière un écart profond entre le discours officiel et les attentes réelles de la société. La légitimité institutionnelle, longtemps fondée sur la stabilité, se trouve ainsi fragilisée par des chiffres qui racontent une autre histoire. La répression, elle aussi, laisse des traces mesurables. Les sources officielles reconnaissent plus de 2000 arrestations dans les 48 premières heures, un nombre que les ONG estiment sous-évalué. L'usage du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc est signalé dans au moins 15 zones distinctes. Bon, ouais. Ces données traduisent une intensité sécuritaire inhabituelle qui alimente à son tour la mobilisation plutôt que de la contenir. Les effets économiques complètent ce tableau. Le tourisme, secteur stratégique, enregistre une baisse de 15% dans les jours suivant l'escalade. Le shilling tanzanien perd 4,5% de sa valeur face au dollar en une semaine, signal d'une inquiétude croissante des investisseurs. Les marchés ferment temporairement, les transports ralentissent
et les petites entreprises subissent enfin des pertes immédiates. La crise politique se transforme ainsi en choc économique perceptible. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils structurent le récit collectif et nourrissent les comparaisons régionales. Dans les discussions publiques, certains jeunes évoquent Ibrahim Traoré non pour ses résultats chiffrés, mais ses heures chiffrées, mais parce qu'il incarne, à leurs yeux, une capacité à rompre avec un équilibre jugé factice. Les données confirment alors une intuition largement partagée: le pays a franchi un seuil où la stabilité ne suffit plus à garantir l'adhésion populaire. Du côté du pouvoir, l'argument central repose sur la stabilité. Les autorités soutiennent que la Tanzanie a longtemps évité les cycles de coups d'État et de violences politiques qui ont affecté d'autres pays de la région. Dans cette lecture, les restrictions temporaires des libertés publiques est un mal nécessaire pour prévenir l'anarchie. Les rassemblements non autorisés, disent-elles, créent un risque sécuritaire immédiat, perturbe et fragilise l'image internationale du pays. Maintenir l'ordre serait donc une condition préalable à toute prospérité durable. Sans cadre strict, la contestation pourrait, selon cet argument, dégénérer et ouvrir la voie à une instabilité incontrôlable. Un second argument pro-gouvernemental insiste sur le timing. La Tanzanie traverse une période économique sensible, marquée par des pressions extérieures. Adoptas donnakinanna a cherché non à une dépendance à des secteurs vulnérables comme le tourisme. Dans ce contexte, tolérer des manifestations massives serait perçu comme une prise de risque excessive. Les dirigeants soutiennent que les réformes doivent être graduelles, négociées dans des espaces institutionnels et non imposées par la rue. Selon cette logique, céder à la pression populaire créerait un précédent dangereux et encouragerait d'autres formes de contestation hors cadre légal. Face à ces positions, les manifestants développent une réponse structurée. Ils reconnaissent l'importance de la stabilité, mais contestent sa définition. Pour eux, une stabilité fondée sur la peur et le silence est intrinsèquement fragile. Les chiffres de participation et de soutien populaire montrent que la contestation ne vient pas d'une minorité radicalisée, mais d'un large spectre social. Ignorer cette réalité reviendrait à confondre calme apparent et adhésion réelle. L'histoire récente de nombreux États montre que ce type de décalage finit par produire des ruptures plus brutales. Sur le plan économique, l'argument est également retourné. Comme les manifestants soulignent que ce sont précisément les restrictions et la répression qui aggravent les pertes en effrayant investisseurs et partenaires internationaux. Une ouverture contrôlée assortie de garanties claires sur les libertés fondamentales pourrait au contraire restaurer la confiance. Dans cette perspective, la rue n'est pas une menace extérieure au système, mais un signal d'alarme interne. Refuser de l'entendre, c'est prendre le risque que la crise s'enracine au lieu de se résoudre. À ce point précis, quelque chose change de nature. Jusqu'ici, les manifestations pouvaient encore être lues comme une réaction émotionnelle puissante mais dispersée.
Désormais, elles révèlent une capacité d'organisation qui surprend autant les autorités que les observateurs. Malgré les coupures d'internet, des messages circulent par canaux alternatifs, des rendez-vous sont synchronisés et des consignes de prudence sont partagées. La foule apprend vite, s'adapte et réduit progressivement l'effet de surprise des forces de sécurité. Cette transformation n'est visible dans les slogans, mais surtout dans les comportements. Gâcher les rassemblements deviennent plus mobiles, moins prévisibles. Les manifestants évitent certains axes, privilégient des points symboliques, puis se dispersent avant les SAM et les charges. La contestation cesse d'être seulement expressive, elle devient tactique. Ce glissement marque un seuil rarement franchi sans laisser de la trace durable dans l'imaginaire politique d'un pays. C'est dans ce contexte qu'une citation d'Ibrahim Traoré circule largement, reprise lors de réunions discrètes et de discussions étudiantes. Elle agit comme un catalyseur, non par son contenu programmatique, mais par ce qu'elle suggère. La dignité n'est pas négociable, elle se démontre. Pour beaucoup, cette idée donne une cohérence nouvelle à des colères jusque-là fragmentées. À partir de là, le pouvoir comprend que la crise ne se résoudra pas par l'usure, et l'on voit presque à nu que la contestation devient coordination consciente. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La gestion sécuritaire absorbe l'agenda politique et réduit l'espace de manœuvre. Les forces de l'ordre sont mobilisées en continu. Les décisions se prennent dans l'urgence et la communication officielle perd en crédibilité. Chaque déclaration visant à minimiser la crise est immédiatement contredite par des images et des témoignages. Cette dissonance affaiblit l'autorité symbolique du pouvoir et complique toute tentative de retour à la normalité sans concession visible. Du côté des entreprises, l'impact est rapide et mesurable. Les commerces ferment plus tôt, certains jours restent totalement à l'arrêt et les chaînes d'approvisionnement locales sont perturbées. Le secteur du tourisme, déjà fragilisé, enregistre des annulations en cascade. Les investisseurs, attentifs aux signaux de stabilité, adoptent une posture d'attente. Cette prudence se traduit par des reports de projets et une contraction de l'activité qui touche en priorité les petites structures urbaines. Pour les citoyens, la crise s'infiltre dans le quotidien. Les déplacements deviennent incertains, le coût de certains biens augmente et la peur alterne avec un sentiment nouveau de solidarité. Les familles discutent politique à table, les jeunes se prennent la parole dans des espaces jusque-là silencieux. Cette politisation accélérée transforme la perception du rôle individuel dans la société. La contestation n'est plus abstraite. Elle affecte le travail, les études, la sécurité personnelle. À l'échelle régionale, enfin, la Tanzanie cesse d'apparaître comme une exception tranquille. Les événements sont observés, commentés, comparés. Dans plusieurs pays voisins, des jeunes établissent des parallèles avec leur propre réalité et citent Ibrahim Traoré comme symbole d'une rupture possible avec des équilibres jugés injustes. Cette circulation d'idées crée un effet miroir. Ce qui se joue à Dar et Salam dépasse désormais les frontières nationales. L'ensemble de ces conséquences forme un tout cohérent. La crise n'est plus un épisode isolé, mais un point de bascule dont les effets se propagent simultanément dans les sphères politiques, économiques, sociales et régionales. Le premier scénario, souvent qualifié de base, repose sur une désescalade contrôlée. Le gouvernement maintient l'essentiel de son appareil sécuritaire, mais ouvre des canaux de dialogue limités avec l'opposition et la société civile. Les manifestations diminuent en intensité sans disparaître totalement.
l'économie reprend partiellement sans retrouver sa dynamique antérieure. Dans ce cadre, la stabilité est préservée, mais au prix d'une confiance fragile et conditionnelle. La crise est contenue, non résolue. Un second scénario, plus optimiste, suppose un choix politique plus audacieux. Face à la pression intérieure et extérieure, les autorités engagent des réformes visibles sur la liberté d'expression et les règles de la contestation. Des gestes symboliques comme la libération de certaines figures arrêtées rétablissent un minimum de crédibilité. La rue se transforme progressivement en espace de négociation plutôt qu'en lieu d'affrontement. Cette trajectoire pourrait restaurer l'image régionale du pays et relancer l'activité économique à condition que les engagements soient tenus dans la durée. Le troisième scénario, et c'est celui le plus sombre, il repose sur une logique de durcissement. Les arrestations se multiplient, les médias sont davantage restreints et la contestation se radicalise. La violence devient plus fréquente, les pertes économiques s'aggravent et l'isolement international s'accentue. Dans ce cas, la stabilité recherchée se retourne contre elle-même et alimente une spirale de défiance. Les références à des figures comme Ibrahim Traoré, déjà présentes dans le débat public, prennent alors une dimension plus radicale, nourrissant l'idée qu'aucune réforme interne n'est possible. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils rappellent une chose essentielle. À court et moyen terme, ce sont les décisions politiques, plus que la rue elle-même, qui détermineront l'issue de la crise. Pour une grande partie de la population, la crise cesse d'être un événement observé à distance. Elle s'invite dans les choix quotidiens. Les étudiants réévaluent leurs déplacements, leurs examens, parfois même leur avenir professionnel. Certains cours sont suspendus, d'autres, deviennent des espaces de discussion informels où la politique n'est plus abstraite, mais directement liée aux libertés vécues. Cette génération découvre à la fois sa vulnérabilité et sa capacité d'action collective. Chez les travailleurs et les petits entrepreneurs, c'est que, jag crois, l'impact est, je dirais, plus immédiat encore. Là, les horaires, c'est que horaires sont raccourcis. Les horaires les revenus deviennent irréguliers et l'incertitude domine. Pourtant, de formes de solidarité émergent des collectes, s'organisent pour soutenir la famille, de toi faire arrêter. Des réseaux d'entraide se forment pour partager informations et ressources. La crise fragilise, mais elle révèle aussi des liens sociaux souvent invisibles en temps normal. Pour les familles, enfin, le changement est surtout symbolique. Les discussions politiques, longtemps évitées, entrent dans les foyers. Parents et enfants débattent, parfois s'opposent sur la notion de stabilité, de peur et de dignité. Ce dialogue intergénérationnel modifie la transmission des valeurs. La passivité n'apparaît plus comme une évidence. Dans ce contexte, la référence à Ibrahim Traoré n'est pas centrale, mais elle établit comme un point de comparaison discret. Elle aide certains à formuler ce qu'ils ressentent confusément, le désir d'être respectés comme citoyens à part entière. À ce niveau, la crise transforme moins les institutions que les consciences individuelles. Une issue durable
Bordas suppose d'abord un choix clair, reconnaître la crise comme politique et non comme simple problème d'ordre public. La première étape consisterait à rétablir un espace de dialogue crédible impliquant le gouvernement, l'opposition, la société civile et les représentants, par très représentants de la jeunesse. Ce dialogue ne peut être symbolique. Il doit porter sur des règles précises, des garanties vérifiables et un calendrier lisible. Sans cela, la parole officielle restera perçue comme tactique plutôt que sincère. La seconde étape concerne les institutions. Des ajustements juridiques ciblés sur la liberté de manifester, la protection des journalistes et l'indépendance judiciaire pourraient servir de signaux concrets. Chaque mesure devrait être accompagnée d'un mécanisme de suivi public afin d'éviter que les promesses ne s'érodent avec le temps. Dans plusieurs crises comparables, ce sont moins les annonces que leur traçabilité qui ont restauré la confiance. Vient ensuite la dimension économique et sociale. Un plan de stabilisation ciblé sur les secteurs les plus touchés, comme le tourisme et les petites entreprises urbaines, permettrait d'atténuer les coûts immédiats de la crise. En parallèle, investir dans l'emploi des jeunes réduirait la pression structurelle qui alimente la contestation. Ces leviers, en fait, n'effacent pas le conflit des politiques, mais ils en diminuent l'intensité. Enfin, la trajectoire dépendra de la capacité du pouvoir à accepter une redéfinition symbolique de l'autorité. Les références répétées Yessam à Ibrahim Traoré dans l'espace public indiquent nettement une adhésion à un modèle précis qu'un rejet du silence imposé. Ignorer ce signal reviendrait à manquer l'enjeu central. L'entendre, au contraire, Artelel pourrait ouvrir la voie à une transition maîtrisée où la stabilité ne serait plus opposée à la dignité, mais construite avec elle. L'image revient presque intacte. Aïcha, debout au milieu d'un cercle hésitant, tenant son téléphone comme on tient un appui fragile. Au début, sa question semblait isolée. Avec le temps, elle apparaît comme un point d'ancrage. Ce n'était pas un cri de rupture, mais une demande de sens, reprise, amplifiée, transformée par d'autres voix. Ce motif discret relie l'ensemble de la séquence. Tac, une parole hors ordinaire devenue collective. Au fil des semaines, la crise a déplacé les lignes intérieures du pays. Du pays. Elle a montré que la stabilité, lorsqu'elle repose sur le silence, finit par se fissurer. Les références à Ibrahim Traoré, répétées dans des contextes très différents, traduisent cette même intuition partagée. La dignité ne se délègue pas, elle se vit. Ce rappel émotionnel n'est ni un slogan ni une solution, mais un miroir tendu à la société. Rien n'est encore figé. La Tanzanie se trouve dans cet entre-deux rare où le retour en arrière n'est plus évident et l'avenir pas encore dessiné. Dans cet espace incertain, ce sont souvent les gestes modestes et les paroles tenues qui apaisent plus lourd que les décisions spectaculaires. Et quand la dignité est enfin nommée, une fois pour toutes, elle ne disparaît plus la flûte. Au terme de cette séquence, une chose demeure claire. La crise tanzanienne n'est pas seulement un épisode politique, c'est un révélateur collectif. Elle interroge la manière dont une société accepte ou refuse le silence comme prix de la stabilité. Ce questionnement dépasse les frontières et résonne dans d'autres contextes africains où les jeunesses observent, comparent et tirent leurs propres conclusions. Les références croisées, y compris celles à Ibrahim Traoré, montrent que les